C'est désormais officiel. Le président angolais José Eduardo dos Santos ne se présentera pas aux élections générales prévues en août prochain. Il a cédé sa place à son actuel ministre de la Défense, João Lourenço, un fidèle du régime. Ce dernier sera le prochain président angolais au cas où son parti remporte les législatives. En effet, vu qu'il n'y a pas d'élection présidentielle en Angola, le poste de chef de l'État est automatiquement attribué au chef du parti qui remporte les législatives. Au pouvoir depuis 1976, le président angolais José Eduardo dos Santos, 74 ans, doit maintenant formellement convoquer les 9,6 millions d'électeurs angolais. Par ailleurs, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, qui s'inquiète des conditions d'organisation des scrutins du 23 août prochain, a organisé une manifestation. Le parti doute notamment de l'indépendance de la Commission nationale électorale. Pour la 9e nuit consécutive, de nouveaux rassemblements se sont déroulés dimanche dans la ville d'Al-Hoceima et dans d'autres localités du Maroc pour exiger la libération de Nasser Zefzafi. Malgré les arrestations, la contestation ne faiblit pas dans le nord où l'État, après avoir choisi l'option sécuritaire, voit sa marge de manœuvre se réduire pour désamorcer la colère. Une quarantaine de personnes, dont Nasser Zefzafi, les principaux activistes du noyau dur du Irak, ont été interpellées depuis le 26 mai. 20 d'entre elles ont été présentées au parquet à Casablanca et placées en détention pour notamment tentative d'homicide volontaire, atteinte à la sécurité intérieure, incitation contre l'intégrité du royaume et autres crimes. Pour rappel, Al-Hoceima est depuis 7 mois l'épicentre d'un mouvement de contestation revendiquant le développement du Rif, région historiquement frondeuse et géographiquement enclavée que les protestataires jugent marginalisée par l'État. Les portes du dialogue demeurent ouvertes, a assuré le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Abdelwafi Laftit, est annoncé ce mardi devant le Parlement pour l'informer de la situation. L'exécutif local dénonce quant à lui le prisme déformant des réseaux sociaux et répète qu'Al-Hoceima fonctionne normalement, mettant en avant les nombreux chantiers mis en branle pour la région. Mais dans les rues, les manifestants continuent de clamer leur défiance contre l'État policier et de refuser toute médiation des édiles locaux qu'ils vilipendent depuis des mois pour leur corruption. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à en appeler au roi Mohamed VI, à l'image de la mère de Zefzafi, pour obtenir la libération de son fils. Les dirigeants ouest-africains se félicitent du maintien de la paix dans la région, mais ont mis en garde contre les menaces envers leur stabilité. C'était à Monrovia, lors du 51e sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Excellencies, upon assuming the chairmanship, en prenant ses responsabilités, j'ai immédiatement donné la priorité à 4 sujets: consolider la démocratie, renforcer la paix et la sécurité, l'architecture, améliorer la stabilité financière et promouvoir la réforme institutionnelle, y compris une révision et une restructuration des institutions de la communauté et la promotion de l'intégration régionale via l'architecture et le développement des infrastructures. De son côté, le Premier ministre israélien a assuré réaliser un rêve en assistant dimanche à ce sommet ouest-africain. Quand j'ai atterri ici après un long vol depuis Israël, j'ai découvert qu'une ombre pesait sur cette belle journée. C'est l'ombre du terrorisme qui a tué tant d'innocents africains. Récemment au Niger et au Mali, et ces dernières heures, un autre attentat terrible a ciblé des innocents dans le centre de Londres. Nous condamnons cela. Nous exprimons nos condoléances au peuple britannique et nous nous engageons à lutter contre ce fléau qui ne connaît pas de frontières. L'État hébreu est très actif diplomatiquement et économiquement sur le continent. Netanyahou doit revenir dans la région en octobre pour une conférence Afrique-Israël au Togo à laquelle il a invité tous les dirigeants présents à Monrovia.
Le footballeur international ivoirien Cheikh Ismaël Tioté est décédé ce lundi à Pékin à l'âge de 30 ans durant un entraînement avec son club, le Beijing Enterprises. C'est ce qu'a annoncé son agent dans un communiqué. Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avait été transféré en Chine en février après avoir porté pendant 7 ans le maillot de Newcastle United. Cheikh Tioté a soudainement perdu connaissance vers 18h de Pékin avant d'être transporté à l'hôpital en urgence mais sans pouvoir être réanimé, a précisé le club chinois dans un communiqué. Depuis son arrivée dans la capitale chinoise, Cheikh Tioté avait apporté une contribution extraordinaire au club et était tenu en haute estime par ses entraîneurs et ses coéquipiers pour son superbe talent footballistique et son attitude professionnelle, a souligné le club. La dépouille du milieu de terrain sera rapatriée à Abidjan pour des hommages, a affirmé Adama Dosso, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Chine. Le manager de Newcastle, Rafael Benitez, a rendu hommage sur le site du club anglais à son ancien joueur, rappelant qu'il avait grandi dans une extrême pauvreté et avait possédé sa première paire de chaussures à l'âge de 15 ans. International à 52 reprises, Tioté avait commencé sa carrière européenne à Anderlecht avant d'être transféré à Twente en 2008. L'Arabie Saoudite et 4 de ses alliés ont rompu ce lundi leurs liens diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Ce faisant, ils provoquent une crise diplomatique majeure au Moyen-Orient. Et cette rupture est accompagnée de mesures économiques comme la fermeture des frontières terrestres et maritimes, des interdictions de survol et des restrictions sur le déplacement des personnes. Certaines de ces mesures peuvent être critiquées, car elles ne sanctionnent pas seulement le gouvernement qatari. Elles punissent aussi les citoyens qataris qui devront quitter l'Arabie Saoudite dans 15 jours. Il sera difficile pour eux de se rendre dans d'autres pays depuis le Qatar ou de se rendre au Qatar depuis l'étranger. Il y aura aussi des difficultés concernant les denrées alimentaires car le Qatar dépend de l'importation de denrées alimentaires depuis les Émirats et l'Arabie Saoudite. Je pense que cette crise ne durera pas longtemps à cause de l'impact important qu'elle aura sur le Qatar. Je pense qu'il y a certaines voix au sein du gouvernement du Qatar qui appellent à cultiver de bonnes relations avec les pays voisins. Face à cette situation, le Qatar a réagi avec colère en accusant à son tour ses voisins de vouloir le mettre sous tutelle et de l'étouffer économiquement. Ces mesures sont compréhensibles car les 3 États du Golfe, les gouvernements saoudiens, des Émirats et de Bahreïn, ainsi que le gouvernement égyptien, ne pensent pas que le gouvernement qatari obéira à leurs demandes. Au contraire, il a continué à soutenir ce que ces nations considèrent comme étant des organisations terroristes. De plus, il maintient son lien rapproché avec l'Iran. Notons que cette crise intervient 2 semaines après une visite du président américain Donald Trump à Riyad. Ce dernier a exhorté Arabes et musulmans à se dresser contre les groupes extrémistes et fustiger l'Iran, dont le rapprochement avec le Qatar exaspère ses voisins. Des manifestations à Kanilai, le village natal de l'ancien président gambien Yaya Jammeh, ont fait un mort et 5 blessés. Selon le ministre de l'Intérieur Mey Fati, 22 personnes ont été interpellées. Mais d'autres suspects, dont le chef de village de Kanilai, sont activement recherchés. Il leur est reproché d'avoir incité les populations à la violence contre les troupes de la Misega. En effet, les manifestants ont demandé le départ de toutes les forces de l'Ecoming et de l'armée gambienne de Kanilai, ainsi que le retour de Yaya Jammeh dans son village natal. En ce qui concerne cette dernière demande des habitants de Kanilai, le gouvernement gambien considère que la page de celui qui a dirigé la Gambie de main de maître pendant 22 ans est définitivement tournée. Par ailleurs, après l'annonce ce samedi de la mort du jeune manifestant blessé par balle la veille, la colère est loin de s'estomper à Kanilai. Les éléments de la brigade anticriminalité, la BAC, ont manifesté devant leur camp situé à Cambouensin, à la sortie nord-est de la capitale Ouagadougou. À l'origine de ce mouvement d'humeur de cette unité de la police nationale, la question de prime alimentaire. Les manifestants reprochent la gestion de cette prime alimentaire, un droit dont les 2 dernières promotions n'ont pas bénéficié. Pour ce faire, ils réclament le départ sans condition
du commandant de la brigade Abdoulaye Belem et de son adjoint Raoul Karambiri, dont il dénonce aussi le management. Ces éléments de la BAC protestent aussi contre l'affectation de 7 de leurs qu'ils jugent arbitraires pour avoir refusé d'exécuter une mission dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Autre revendication de ces policiers, la justice dans l'affaire des services payés de la police, dont le rapport d'enquête de l'inspection technique du ministère de la Sécurité a révélé qu'entre 2016 et 2017, des responsables de la police nationale se sont partagés plus de 60 millions de francs CFA. Rappelons que cette sortie des éléments de la brigade anticriminalité intervient 3 jours seulement après une manifestation similaire d'une autre unité de la police, le groupement de la compagnie républicaine de sécurité, qui lui aussi réclame que tous les responsables de la police impliqués dans l'affaire des services payés soient traduits devant la justice. Enfin, des nouvelles du président du Nigeria. La première dame Aïcha Buhari, de retour à Lagos mardi, suite à une visite à son mari à Londres, a assuré que ce dernier se porte bien. Elle s'était rendue le 30 mai en Angleterre au chevet de son mari malade. Aïcha Buhari a exprimé sa reconnaissance au vice-président Yemi Osinbajo qui assure la direction des affaires. Âgé de 76 ans, le président nigérien est parti le 7 mai pour un congé médical au Royaume-Uni. Pour les mêmes raisons, il avait déjà passé près de 2 mois à Londres. Jusqu'à présent, les causes de sa maladie n'ont pas été dévoilées, mais il a semblé extrêmement affaibli lors de ses dernières apparitions publiques. Dans un autre registre, 20 associations anti-corruption du Nigeria menacent de poursuivre en justice le gouvernement à cause de l'attribution d'un marché pétrolier. Les autorités sont accusées d'avoir violé les procédures dans le cadre d'un projet d'exploitation d'une raffinerie évalué à 15 milliards de dollars. À en croire les 20 associations de la société civile, l'octroi de ce marché s'est déroulé sans appel d'offres, sans publicité ni concurrence et en flagrante violation de la loi. Dans une lettre ouverte donc, elles ont appelé à son annulation, menaçant de poursuivre le gouvernement si cela n'était pas fait. Si cela n'est pas fait. Pour la deuxième fois à Juba, les 13 soldats sud-soudanais accusés d'avoir violé 5 travailleuses humanitaires étrangères ont comparu devant un tribunal militaire ce mardi. Mais l'affaire a été ajournée au 20 juin prochain. After a long deliberation, the court president decided that Après une longue délibération, le président du tribunal décide que l'audition de la Cour doit être ajournée au 20 juin. C'est dans 2 semaines. Et c'est pour la raison suivante. D'un côté, permettre un procès équitable pour les victimes et les auteurs des faits. Et de l'autre, laisser du temps au nouveau procureur d'étudier les détails de l'affaire. And to give time for the new prosecutor to study the details of the case. Most of the witnesses that La plupart des témoins qui sont censés comparaître devant cette cour ou dans cette affaire sont à l'étranger, y compris les victimes elles-mêmes. C'est pourquoi l'audience a été ajournée. Pour rappel, les crimes dont sont accusés les 13 soldats étaient commis en juillet 2016, alors que la capitale était en proie à de violents combats. Des dizaines de femmes avaient été brutalement agressées sexuellement.